Londres, 12 février 1542. La brume d'hiver rase les toits de la ville comme un linceul, et dans la tour, les pierres humides semblent gémir sous le poids du silence. À l'intérieur d'une cellule étroite, une silhouette fragile se tient debout, les mains jointes, les lèvres murmurant des prières que Dieu lui-même ne semble plus entendre. Elle n'a que 19 ans, et pourtant, au lever du jour, on lui coupera la tête. Son nom est Catherine Howard. Sa faute ? Avoir aimé sans la bénédiction d'un roi. Pendant que Londres dort, l'Angleterre entière est suspendue à cette exécution annoncée. Le bruit a couru dans les tavernes, dans les rues, jusque dans les salons des aristocrates. La 5e épouse du roi Henri VIII va mourir, accusée d'adultère, de trahison, de honte. Mais dans cette cellule glaciale, il ne reste ni trône, ni luxe, ni faveur. Juste une jeune fille est terrifiée, rattrapée par les rouages d'une cour où l'amour est un crime et où le silence peut tuer plus sûrement que l'épée. Elle était arrivée au pouvoir comme une rose offerte à un homme usé, malade, en quête de jeunesse et de beauté, pour masquer sa décadence. Henri VIII avait vu en elle un remède à sa propre décrépitude, une preuve vivante qu'il pouvait encore séduire, encore posséder. Catherine, elle, n'avait rien demandé. Elle était née dans l'ombre d'un nom prestigieux, les Howard, mais dans une branche pauvre, sans fortune ni perspective. On l'avait élevée sans tendresse, puis placée dans la maison de sa grand-mère, la duchesse de Norfolk, où les jeunes filles apprenaient à se taire, à sourire et à plaire. Là, dans cette atmosphère étouffante, Catherine avait connu ses premiers frissons d'amour, avec un jeune musicien nommé Henry Manox, puis plus tard avec Francis Dereham, un gentilhomme imprudent. Des noms qui allaient la hanter jusqu'à sa mort. Quand elle fut propulsée à la cour comme dame de compagnie d'Anne de Clèves, la 4e épouse du roi, elle n'était encore qu'une adolescente insouciante. Mais sa beauté éclatante, son rire cristallin, son allure gracieuse, tout en elle captiva le vieux roi. Et très vite, elle devint reine, à 17 ans. Ce que personne ne savait alors, c'est que les murs de la cour avaient des oreilles, que les confidences murmurées dans l'obscurité finissaient toujours par être répétées, que les secrets d'alcôve étaient des armes à double tranchant. Lorsqu'un serviteur parla à demi-mot des anciennes liaisons de Catherine, la machine de la suspicion fut lancée. Une lettre fut découverte, un nom apparut. Thomas Culpeper, un des favoris du roi. Il suffisait de cela pour que la tempête se lève. Henri VIII, humilié, trahit une seconde fois. Après le supplice d'Anne Boleyn, sa 2e épouse, entra dans une colère froide, presque plus dangereuse que la rage hurlante. Il ne cria pas, il ne frappa pas, il ordonna, en silence. Catherine fut arrêtée sans un mot d'explication, interrogée sans ménagement. On fit parler ses servantes, on tortura Dereham, on accusa Culpeper, puis on la condamna. Ce soir-là, la veille de sa mort, Catherine Howard demanda quelque chose que peu comprirent. « Apprenez-moi à poser la tête sur le billot, je veux le faire dignement. » On la vit s'exercer, seule, à genoux sur le sol glacé, répétant le mouvement, encore et encore, comme une enfant qui récite sa dernière leçon, une reine devenue élève de sa propre faim. Dans les couloirs de la tour, certains gardes évitaient son regard. Les dames de compagnie, jadis si empressées, s'étaient éclipsées. Plus personne ne prononçait son nom. Elle n'était déjà plus Catherine la reine, mais Catherine la condamnée. À l'aube, elle montra les marches menant à l'échafaud, vêtue de noir, le regard fixe, les jambes tremblantes. Et dans cette dernière ascension, il n'y aura ni roi, ni prêtre, ni ami pour la prendre dans ses bras. Juste une foule curieuse, avide de spectacle. Le bourreau, lui, aura les mains fermes. Il a déjà tué Anne Boleyn. Une reine de plus ne l'effraie pas. Mais dans le cœur de Catherine, un seul regret demeure. N'avoir été qu'un pion. Une jeune fille qu'on a sacrifiée aux ambitions d'un nom, aux caprices d'un roi, aux rumeurs d'une cour empoisonnée. Et lorsque la hache tombera, dans un silence glacé, ce ne sera pas seulement une tête qu'on coupera. Ce sera un rêve, un espoir, une voix de femme que l'histoire décidera d'oublier. Avant d'être reine, avant même d'être promise, Catherine n'était qu'une enfant oubliée dans un monde de grands noms et de grandes ambitions. Née vers 1521 ou 1522, on ignore jusqu'à la date exacte de sa venue au monde, preuve de son insignifiance initiale. Fille d'Edmond Howard, frère cadet du puissant duc de Norfolk, elle était issue d'un sang noble, mais d'une branche tombée en disgrâce, sans fortune ni influence. Sa mère mourut alors qu'elle était encore toute jeune, et son père, endetté, instable, incapable de s'imposer à la cour, finit par l'abandonner à d'autres mains, des mains froides, distantes, celles d'une vieille grand-mère, la redoutable duchesse Agnès Tilney, qui dirigeait une grande maison à Lambeth, à la lisière de Londres, où elle éduquait plusieurs jeunes filles nobles. Mais ce qu'on appelait la « éducation »
ressemblait davantage à une sorte de couvent mondain. Peu de règles strictes, aucune surveillance réelle. Les filles y vivaient entre elles, apprenant la musique, la danse, la couture, et surtout à plaire. Car dans l'Angleterre des Tudors, une femme noble ne valait que par le mariage qu'elle contractait. L'amour était un luxe que peu pouvaient se permettre. Dans ces couloirs feutrés, à peine éclairés par les bougies, se jouaient des drames silencieux, des amours naissantes, des promesses murmurées dans l'obscurité. Catherine, adolescente vive et rieuse, attira très tôt les regards. L'un des premiers fut celui d'Henry Manox, son maître de musique. Il était plus âgé, plus expérimenté. Il l'approcha, l'entoura de flatteries, et Catherine, avide d'attention, s'y laissa prendre. Il ne s'agissait pas encore de passion, mais de curiosité, de ce trouble naïf que l'on appelle éveil. Les lettres entre eux, découvertes plus tard lors de son procès, témoignent d'une relation déséquilibrée, mêlant manipulation et candeur. Mais Manox ne fut pas le seul. Vint ensuite Francis Dereham, un jeune noble plus proche d'elle, fougueux, téméraire. Avec lui, les choses allèrent plus loin. Ils se parlèrent comme des fiancés, se donnèrent des promesses, partagèrent un lit dans la moiteur des nuits d'été. Pour Dereham, Catherine était acquise. Pour Catherine, il était un refuge, une promesse d'évasion d'un monde glacial. Il jouait à l'amour adulte sans mesurer les conséquences. Et pourtant, ses souvenirs d'adolescence, des années avant qu'elle ne devienne reine, allaient, un jour, signer leur arrêt de mort. Lorsque la duchesse découvrit leur proximité, elle tenta d'étouffer l'affaire sans la dénoncer au roi. C'était là le drame de ces grandes familles. Tout devait rester entre soi, même les scandales les plus sordides. Mais dans cette atmosphère de secrets partagés et de non-dits, Catherine comprit qu'elle devait taire ses souvenirs, effacer ses émotions, et surtout oublier qu'elle avait, un jour, aimé. À 15 ans, elle fut envoyée à la cour comme dame d'honneur d'Anne de Clèves. Un nouveau monde s'ouvrait à elle, l'or, les fêtes, les regards insistants, les intrigues sous les sourires. Et dans ce monde artificiel, Catherine, belle comme le jour, attira le regard le plus redoutable de tous, celui du roi. Henri VIII, vieillissant, blessé dans sa virilité par l'échec de son mariage avec Anne, trouva en elle une seconde jeunesse. Il la couvrit de cadeaux, de bijoux, de soie. Elle devint son obsession, son trophée, sa revanche. En quelques mois, elle fut faite reine, sans que personne ne prenne la peine de regarder son passé, d'interroger ses blessures. Mais dans son regard, il y avait encore celle qu'elle avait été à Lambeth, une jeune fille qui rêvait d'aimer et qu'on avait appris à se taire. Dans son cœur, il restait le souvenir interdit de Francis Dereham, et quelque part, dans l'ombre de la cour, ce souvenir attendait son heure pour ressurgir et tout détruire. Londres, juillet pile 140. Le soleil tape sur les toits du palais de Hampton Court, mais c'est une autre chaleur, plus étouffante, qui se répand dans les couloirs, celle d'un roi humilié. Le mariage entre Henri VIII et Anne de Clèves vient d'être annulé. Le roi, frustré, blessé dans son orgueil, cherche désespérément une consolation. Et dans ce vide béant, une silhouette se détache, celle de Catherine Howard, belle, jeune, vivante. Exactement ce que la couronne ne peut offrir à Henri, une illusion de renouveau. Le roi tombe amoureux, ou du moins, c'est ce qu'il croit. À 49 ans, Henri est obèse, malade, rongé par une plaie purulente à la jambe qui ne guérit plus. Il ne peut ni marcher longtemps, ni chevaucher, et son souffle est court. Mais dans le regard de Catherine, il voit une lumière. Ou peut-être y projette-t-il ses propres fantasmes de puissance retrouvée. Car ce qu'il cherche, ce n'est pas une femme, c'est un remède, un symbole, un miroir flatteur. En moins d'un mois, elle devient sa maîtresse officielle. Le roi l'appelle sa « rose sans épines », l'inonde de bijoux, de soieries, de châteaux. Il la couvre d'or comme on couvre une statue de peur qu'elle ne se brise. La cour, habituée à l'instabilité maritale du souverain, s'adapte rapidement. Les dames de compagnie la flattent, les courtisans se disputent sa faveur. Mais derrière les sourires, les jalousies grondent. Et dans l'ombre, certains se souviennent des noms. Manox, Dereham. Des rumeurs circulent. Des mots étouffés, jamais assez forts pour être dangereux, mais jamais tout à fait oubliés non plus. Le 28 juillet 1140, Catherine Howard est officiellement couronnée reine d'Angleterre. Elle a 17 ans, le roi presque 50. Leur première nuit est décrite comme une victoire. Henri en sort rajeuni, gonflé d'orgueil. Mais c'est là que commence le piège. Car Catherine, elle, ne ressent rien. Ou plutôt, elle ressent trop. La peur, l'inconfort, la solitude. Entourée de courtisans, elle est pourtant seule. La nuit, le roi exige sa présence. Le jour, elle joue le rôle de souveraine. Mais dans ses lettres, dans ses silences, transparaît une douleur sourde.
celle d'un corps donné à un homme qu'elle n'a jamais choisi, d'un avenir tracé sans qu'elle ait pu dire un mot, et surtout d'un passé qu'elle doit enterrer chaque jour davantage. Pour tenir, Catherine se raccroche à ce qu'elle connaît, les regards complices, les messes basses, les petits frissons de danger. Thomas Culpeper, jeune et séduisant gentilhomme de la chambre du roi, entre dans son orbite. Il n'est pas clair s'ils sont amants dès le début, mais leur proximité inquiète. Ils se voient en cachette, échangent des mots doux, des lettres. Autour d'eux, le château entier semble respirer au rythme d'un mensonge fragile. Une simple révélation, et tout s'écroulerait. Mais Catherine n'est pas Anne Boleyn. Elle croit encore à la possibilité d'un bonheur secret. Elle croit peut-être que le roi, dans sa maladie, ne la surveille pas. Elle se trompe, car à la cour d'Henri VIII, rien n'échappe à l'ombre. Un jour, une servante parle. Un ancien amour revient. Francis d'Héréam, rappelé dans son entourage, sans doute par naïveté, ou peut-être par chantage silencieux. Il prétend avoir des droits sur elle. Elle nie, puis admet. Trop tard. Les murs ont entendu, le roi aussi. Henri est d'abord abasourdi, puis glacé. Cette fois, il ne veut plus de procès bruyants. Il veut des preuves, il veut des aveux, il veut briser la rose sans qu'elle n'ose même crier. Et pendant que Catherine continue de sourire, de jouer la reine, la machine de destruction est déjà en marche, bien huilée, silencieuse, implacable. Tout commence par un chuchotement, un souffle glissé à la mauvaise oreille. Jane Boleyn, veuve du frère d'Anne Boleyn, exécutée elle aussi sur l'ordre du roi, murmure un nom, un souvenir, une indiscrétion. Ce n'est pas une plainte, pas une dénonciation officielle, juste une allusion. Mais dans l'Angleterre des Tudors, les allusions tuent. La cible, Catherine Howard, la 5e épouse d'Henri VIII, la toute jeune reine. À l'automne 1541, alors que le roi et la cour traversent le nord de l'Angleterre en procession royale, la rumeur se répand. Catherine aurait, dans le passé, eu des liaisons. Pire encore, elle en entretiendrait une actuellement. Ces murmures parviennent aux oreilles de Thomas Cranmer, archevêque de Cantorbéry, homme austère et froid, fidèle au roi. Plutôt que de les balayer, Cranmer commence à creuser. Discrètement, il écrit au roi. Dans une lettre laissée sur la chaise de prière d'Henri, il dévoile ses soupçons. Henri ne réagit pas tout de suite. Il lit, il plisse les yeux, puis il s'effondre. On dit que le roi, en apprenant l'infidélité présumée de Catherine, a hurlé de douleur, a crié au ciel sa colère, sa honte. On dit aussi qu'il a pleuré, comme un enfant trahi. Mais très vite, la rage remplace les larmes. Le souverain ne peut être moqué. Pas 2 fois, pas après Anne Boleyn. L'amour se transforme en glaive. Il ne reste plus de tendresse, seulement un besoin de punir, de restaurer sa toute-puissance. L'enquête commence. Francis d'Héréam est arrêté. Il nie d'abord, puis finit par admettre. Oui, il a eu des relations avec Catherine avant qu'elle ne devienne reine. Il affirme même qu'il s'était promis en mariage, ce qui, selon certaines interprétations légales, pourrait invalider son union actuelle avec le roi. Thomas Culpeper est lui aussi arrêté. Interrogé longuement, il nie toute relation physique mais admet des rendez-vous privés, des lettres, des intentions. Et Catherine, on la prend par surprise. Le 1er novembre 1541, alors qu'elle se croit toujours en sécurité, elle est arrêtée dans ses appartements. Pas de sommation, pas d'explication, seulement des visages froids, des ordres et le silence. On l'interroge sans ménagement. Elle nie d'abord, puis vacille, puis se contredit. Enfin, elle cède. Elle signe une confession, peut-être dictée, peut-être extorquée. Elle tente de se défendre, dit qu'elle était jeune, qu'on l'a forcée, qu'elle n'a pas compris. Mais à ce stade, ce n'est plus une affaire de vérité, c'est une affaire d'image. Henri VIII ne peut plus reculer. Le peuple commence à murmurer. L'Europe observe, il lui faut une réponse nette, une sentence exemplaire. Le 11 novembre, Catherine est transférée à la maison de Saillon, en dehors de Londres. Elle n'est plus reine. Elle n'a plus de titre, plus de pouvoir, plus de protecteur. Seulement la peur et l'attente. Autour d'elle, les portes se referment. Les amis s'évanouissent. Jane Boleyn, celle qui l'a trahi, est elle aussi arrêtée, jugée complice. Le roi ne veut plus entendre parler d'aucune femme liée au nom Boleyn. Et dans la tourbe des interrogatoires, des transcriptions, des décisions secrètes, une conclusion émerge. Catherine Howard doit mourir, pas seulement pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle représente. Elle est le symbole d'un roi affaibli, dupé, ridicule. Elle est le reflet de ses échecs, de sa vieillesse, de son incapacité à inspirer la fidélité. Il ne peut la laisser vivre. Sinon, c'est tout son règne qui chancelle. Alors il signe. Le décret d'exécution. Et à la tour de Londres, les geôliers nettoient déjà la cellule. La porte s'est refermée, avec un bruit sourd, définitif. Catherine Howard est seule. Nous sommes en novembre 1941. Elle vient d'avoir 19 ans.
Depuis son arrestation brutale au palais de Hampton Court, elle a été transférée à la maison de Sion, puis, silencieusement, à la Tour de Londres, ce même endroit où, 5 ans plus tôt, Anne Boleyn avait attendu la mort. Ce même lieu où les reines déchues deviennent des ombres, où les rires s'éteignent à jamais. Pendant 100 jours, Catherine va vivre dans l'attente. 100 jours de doute, d'espoirs insensés, de terreurs glacées. 100 jours à scruter le moindre bruit de pas, le moindre froissement de papier, dans l'espoir qu'un messager surgisse avec une grâce royale. Mais il n'en viendra aucun. Sa cellule est nue. Les murs suintent l'humidité. L'hiver s'installe. Il fait froid. Elle grelotte dans ses draps rêches. Les repas sont rares, servis par des mains anonymes qui ne la regardent plus. Hier encore, elle était la souveraine qu'on flattait. Aujourd'hui, elle est celle qu'on attend de voir mourir. La journée, elle tourne en rond, relie dans sa tête les mêmes souvenirs, un sourire, un regard, une lettre. Elle se revoit enfant à Lambeth, insouciante, ignorant tout du danger. Elle pense à Francis Dereham, à Thomas Culpeper, à ce qu'elle a dit, à ce qu'elle n'aurait pas dû dire. Elle s'accroche à des détails futiles, comme si cela pouvait réécrire l'histoire. La nuit, elle ne dort pas. Elle entend le vent souffler entre les barreaux. Parfois, des cris au loin. Parfois, le silence absolu, plus terrible encore. Elle rêve de corridors sans fin, de portes qui claquent, de visages qui se détournent. Un matin, elle reçoit la visite d'un prêtre. Il lui parle de confession, de pardon. Mais Catherine ne veut pas encore mourir. Elle veut vivre. Elle veut parler au roi, le supplier, le convaincre. N'est-elle pas sa rose sans épines? Ne l'a-t-il pas aimée? Elle écrit. Une lettre, la seule qu'on lui permettra d'envoyer. Votre grâce, si j'ai péché, je l'ai fait dans l'ignorance. Je vous implore de me permettre de vivre. La lettre est remise à Henri VIII, mais il ne répond pas. On dit que le roi, en la lisant, détourna les yeux, qu'il refusa de la relire, que, dans un accès de douleur, il la jeta au feu, peut-être parce qu'il avait peur de céder, peut-être parce qu'il ne supportait pas de voir, dans les mots d'une fille mourante, le reflet de son propre échec. À la tour, Catherine comprend. Le silence du roi vaut toutes les condamnations. Alors elle change. Elle ne supplie plus. Elle se prépare. Demande à voir le billot. On le lui apporte dans sa cellule pour qu'elle s'exerce. Chaque soir, elle répète le geste. Genou gauche, genou droit, cou baissé, main sur le bois. Le bourreau frappera là, juste là. Elle veut que ce soit rapide, digne, sans cri. Les geôliers sont troublés. Certains l'évitent. D'autres murmurent qu'elle est trop jeune, qu'elle n'aurait jamais dû être reine. Mais personne n'intervient. Le 10 février 1542, la date d'exécution est fixée au surlendemain. Catherine le sait. Elle ne pleure pas. Elle demande une dernière messe, un dernier mot, une dernière robe, blanche, simple. Le 12 février, à l'aube, elle sera conduite hors de sa cellule. Mais cette nuit, la dernière, elle ne dort pas. Elle reste assise, droite, le dos au mur. Les yeux grands ouverts, elle ne prie plus. Elle pense à ce qu'aurait pu être sa vie si on lui avait permis de choisir. 12 février 1542. L'aube perce à peine l'horizon. Une brume dense glisse sur les berges de la Tamise, engloutissant les tours de la forteresse de Londres dans une blancheur fantomatique. Le vent souffle bas, froid, tranchant. Il n'y a pas d'oiseaux, pas de chant, juste le silence. Un silence épais, suspendu, comme si le monde entier retenait son souffle. Dans la tour, une cellule s'ouvre lentement. 2 gardes entrent. Catherine Howard les attendait déjà. Elle est debout, vêtue d'une robe blanche, simple, ceinte d'un ruban sombre à la taille. Pas de couronne, pas de bijoux, rien qui rappelle la reine d'Angleterre qu'elle fut. Elle n'est plus qu'une condamnée, une jeune femme de 19 ans, à la veille de l'oubli. On lui tend un manteau. Elle refuse. « J'aurai froid pendant l'éternité », murmure-t-elle, comme si l'hiver n'avait plus d'importance. Son visage est pâle, presque translucide. Ses yeux sont secs. Elle a pleuré toutes ses larmes. Ce matin, elle n'a plus qu'un devoir, marcher. À l'extérieur, sur l'esplanade de la Tour Verte, l'échafaud a été dressé. Une simple estrade de bois, surélevée, noire de givre. Une foule s'est formée, silencieuse, dense, curieuse. Certains sont là pour voir le spectacle, d'autres pour s'assurer que le roi tient parole, d'autres encore, peut-être, pour prier en silence pour celle qu'ils appelaient autrefois la rose sans épines. Catherine s'avance entre 2 rangées de hallebardiers. Ses pas sont lents mais assurés. Elle a répété ce trajet des dizaines de fois, seule, dans sa cellule. Et maintenant, elle y est, devant la foule, devant l'échafaud, devant la faim. Le bourreau est là, vêtu de noir,
capuchon rabattu. Il ne dit rien. Il sait qui elle est. Ce matin, il exécutera une reine. On l'aide à monter. 3 marches. Elle ne trébuche pas. Arrivée en haut, elle regarde droit devant elle. Pas vers le peuple, pas vers le ciel, vers le billot. Ce bois sombre et poli, sur lequel tant d'autres têtes ont reposé. Un prêtre s'approche. Il lui offre ses derniers sacrements. Catherine incline la tête, puis elle parle. Sa voix est faible mais claire. « Je meurs reine, mais je meurs en pécheresse. Que Dieu ait pitié de mon âme. » Pas d'accusation, pas de cri. Elle ne maudit pas le roi, ne clame pas son innocence. Elle accepte son sort avec une résignation bouleversante, comme si, au fond d'elle, elle savait depuis longtemps que cela finirait ainsi. Elle se tourne, se met à genoux, place sa tête sur le billot exactement comme elle l'a appris. Ses mains cherchent le bord, elle le sent sous ses paumes, froid, brut. Un instant suspendu, le bourreau lève la hache, le silence s'épaissit, puis, un seul coup, un bruit sec, final, irréversible. Le sang gicle sur les planches, le corps s'effondre doucement, la tête tombe dans un panier, et la foule reste figée, muette. Même les plus curieux détournent les yeux. Ce n'est plus un spectacle, c'est une exécution, une leçon, un avertissement. Catherine Howard est morte, à 19 ans, sans époux, sans défense, sans tombe digne de son rang. Mais dans le cœur de ceux qui ont vu, ce matin-là, la jeune femme s'avancer vers la mort, une question demeure. Qui a vraiment péché? La reine ou celui qui l'a menée jusque-là? L'exécution est terminée. La foule se disperse, lentement, en silence. Comme après une messe noire, les pavés de la tour sont encore tachés de rouge. Le sang de Catherine Howard fume sous la brume du matin. Mais Londres n'attend pas. Dès le midi, les marchés rouvrent, les cloches sonnent, les gens parlent d'autres choses, d'autres drames, d'autres têtes. Le corps de Catherine n'est pas transporté dans une église. Il n'y a pas de cérémonie, pas de cercueil noble, pas de pierre gravée à son nom. Elle est enterrée dans une fosse commune, dans la chapelle Saint-Pierre aux Liens, à quelques pas seulement de l'endroit où Anne Boleyn repose. 2 reines, 2 cousines, mortes pour avoir aimé. Enterrées sans épitaphe, effacées. Mais elle n'est pas la seule. Avant elle, Francis d'Héréam avait été exécuté. Accusé d'avoir souillé la future reine avant son mariage, il avait subi l'une des pires morts réservées aux traîtres, pendu, éventré vivant, puis écartelé. Une exécution publique, monstrueuse, faite pour terroriser. Son corps avait été découpé en morceaux, exposé aux 4 coins de la ville. Un avertissement brutal. Approchez-vous d'une épouse royale, et vous finirez en cendres. Thomas Culpeper, lui, avait échappé à l'écartèlement. Grâce à ses origines nobles, sa peine fut adoucée, décapité. On dit qu'il implora la pitié du roi dans une lettre tremblante, mais Henri ne répondit pas. Le nom de Culpeper fut banni, ses biens confisqués, sa mémoire noyée dans la honte. Et Jane Boleyn, celle qui peut-être sans l'avoir voulu avait allumé la mèche, elle aussi fut jugée, déclarée complice et exécutée. Ironie tragique, elle avait vu Anne Boleyn monter à l'échafaud. Elle y monta elle-même 5 ans plus tard. La purge fut totale. La famille Howard, puissante dynastie, fut convoquée, interrogée, menacée. Le duc de Norfolk, oncle de Catherine, sut se protéger. Il fit mine de condamner sa nièce, déclara ne l'avoir jamais soutenue, et sauva sa tête. Mais son influence chancela. L'ombre du scandale ne se dissipa jamais complètement. Le roi, quant à lui, survécut. Il continua à régner. Il épousa une 6e femme, Catherine Parr. Une femme discrète, cultivée, soumise. Elle ne fit jamais d'ombre à son époux. Elle ne commit jamais d'imprudence. Elle survécut. Mais au fond du cœur d'Henri VIII, quelque chose s'était brisé. Certains disent qu'il fut hanté par le souvenir de Catherine, qu'il évitait de passer près de la tour verte, qu'il ne supportait plus les chansons d'amour. D'autres disent qu'il ne ressentit rien, qu'il considérait tout cela comme un nettoyage nécessaire. L'histoire, elle, choisit le silence. Dans les chroniques officielles, Catherine Howard est mentionnée à peine. Son règne fut trop court, son destin trop scandaleux. On ne parle pas de sa jeunesse, ni de ses souffrances. On réduit son nom à une faute, à un mot, adultère. Mais derrière ce mot, il y avait une vie, une fille, une voix qu'on n'a jamais vraiment entendue. Et dans la pierre froide de la chapelle Saint-Pierre, aucun nom ne marque sa tombe. Rien. Comme si elle n'avait jamais existé. Après l'exécution de Catherine Howard, quelque chose changea dans l'air du royaume. Ce n'était pas une révolution, pas un renversement brutal. C'était plus subtil, plus profond. Une crispation des regards, un durcissement des sourires, une peur froide qui s'insinua dans les moindres recoins de la cour. Tout le monde avait vu, tout le monde avait compris. Henri VIII n'était plus simplement le roi. Il était devenu le veuf sanglant. 3 femmes mortes, 2 répudiées. Un seul mariage avait résisté à son règne. Le message était clair. L'amour est une menace, la jeunesse un danger, et la parole une arme fatale.
Dès lors, les femmes de la cour baissèrent les yeux plus souvent. On choisissait ses mots avec précaution. Les lettres se faisaient plus rares, les confidences presque impossibles. Une main posée sur une manche devenait suspecte. Un regard échangé trop longtemps pouvait coûter la vie. La suspicion s'était installée comme une deuxième peau. Même les hommes, courtisans aguerris et manipulateurs habiles, apprirent à redouter les faveurs royales. Être proche du roi, c'était aussi s'exposer. Être vu aux côtés d'une dame d'honneur devenait risqué. Les anciens jeux d'influence, les danses, les alcôves, tout ce qui faisait le sel de la cour Tudor s'était teinté de noir. Le palais devint une scène tragique où chacun jouait son rôle en tremblant. Henri, lui, s'enfonça dans sa solitude. Il boitait davantage. Sa jambe, purulente, suintait sans cesse. Il s'enfermait dans ses appartements, soupçonnant tout le monde. Il avait perdu sa capacité à croire, à aimer, à s'attendrir. Même ses enfants le redoutaient. Il ne voyait plus en eux des visages familiers, mais des prétendants, des menaces. Pour les femmes nobles, le destin de Catherine fut un électrochoc. On ne rêva plus d'être reine. On rêva de ne pas être choisie. Mieux valait l'ombre d'un mari médiocre que la lumière mortelle de la couronne. Les mères tremblaient lorsqu'une fille était remarquée. Les familles n'ambitionnaient plus le pouvoir. Elles ambitionnaient la discrétion. Et dans l'Angleterre tout entière, la méfiance se propagea. Les tavernes évoquaient le roi comme un ogre affamé de sang. Les poètes n'osaient plus écrire sur l'amour courtois. Les artisans hésitaient à vendre des médaillons à l'effigie royale. Même l'Église, si prompte à glorifier Henri comme chef suprême, se faisait plus prudente. On priait moins pour le souverain. On priait pour lui survivre. Car la mort de Catherine avait révélé une vérité que tous avaient voulu ignorer. Le pouvoir d'Henri VIII n'avait plus de limite. Ce n'était pas seulement un roi, c'était un homme brisé, qui brisait tout ce qu'il touchait. Et dans un royaume qu'il avait vu transformer la foi, répudier Rome, exécuter amis et femmes, le silence devint la seule forme de loyauté. Mais dans les chambres des servantes, dans les couloirs sombres des couvents, une autre vérité circulait, transmise à voix basse, celle d'une jeune fille belle, douce, tombée amoureuse et décapitée pour cela. Et cette vérité-là, le roi ne pouvait pas l'effacer. Pendant des décennies, le nom de Catherine Howard disparut des récits officiels de la couronne. Pas d'éloge funèbre, pas de biographie commandée, pas de portrait officiel accroché dans les couloirs du palais. Elle fut, pour ainsi dire, rayée de l'histoire. On ne voulait plus prononcer son prénom. Même les scribes qui consignaient la chronologie des reines d'Angleterre hésitaient à la nommer. Quand ils le faisaient, c'était en une seule ligne, souvent avec des mots durs, coupable d'adultère, déshonneur, trahison. Aucune mention de son âge, aucune réflexion sur la brutalité de son sort. Elle n'était plus qu'un avertissement voilé, une cicatrice que le royaume voulait cacher sous les tapis du pouvoir. Et pourtant, dans les coulisses de l'oubli, des femmes murmurèrent, des servantes, des dames de compagnie, des veuves, des jeunes filles. Elles n'avaient pas les livres pour raconter, elles n'avaient pas les tribunes, mais elles avaient les veillées, les soupirs, les récits murmurés à la lumière vacillante des chandelles. Dans certaines maisons nobles, les mères mettaient en garde leurs filles. Ne t'approche pas trop du pouvoir, souviens-toi de Catherine Howard. Dans les monastères, les sœurs plus âgées parlaient d'une « enfant sacrifiée ». Elles priaient parfois en silence pour l'âme de cette reine morte sans tombe, sans justice. Et dans les villages reculés, bien loin de la tour de Londres, la mémoire populaire fit ce que les chroniqueurs refusèrent de faire. Elle raconta. Raconter, c'est résister. C'est refuser que la vérité se taise. On disait que Catherine était la plus belle de toutes les reines, qu'elle riait comme personne, qu'elle n'avait voulu que vivre, qu'aimer, et que pour cela, elle avait été trahie. On racontait que ses yeux n'avaient pas tremblé quand elle monta sur l'échafaud, qu'elle avait accepté la mort avec une dignité que le roi lui-même n'aurait jamais eue. Au fil des ans, des ballades naquirent. Des chansons tristes, fredonnées à mi-voix, évoquaient une rose blanche fauchée trop tôt, une reine sans couronne, une enfant de la tour. Ces chants n'étaient jamais chantés à la cour, bien sûr. Mais dans les champs, dans les cuisines, dans les tavernes où les femmes travaillaient en silence, ils vivaient. Et c'est ainsi que Catherine Howard ne disparut jamais vraiment. Car si l'histoire est écrite par les puissants, la mémoire appartient au peuple. Et dans cette mémoire-là, elle devint plus qu'une victime. Elle devint une alerte douce et tragique. Un prénom qu'on chuchotait aux oreilles des jeunes filles pour leur rappeler que les plus beaux sourires peuvent dissimuler les lames les plus aiguisées. Des siècles plus tard, quand les historiens modernes revinrent sur le règne d'Henri VIII, ils commencèrent à redécouvrir cette figure effacée, à relire les lettres, à recouper les témoignages, à comprendre que Catherine n'était pas une traîtresse, mais une adolescente piégée, une fille du silence, une ombre derrière une hache,
Et alors, une autre vérité émergea. Elle n'avait jamais eu la moindre chance. 500 ans ont passé. Les murs de la tour de Londres sont toujours là, froids, massifs, figés dans le brouillard. Chaque jour, des milliers de visiteurs marchent sur les pavés où le sang de Catherine Howard s'est répandu. Peu savent, peu s'arrêtent. Et pourtant, la pierre se souvient. Car si le nom de Catherine a été effacé des chroniques pendant des générations, il a fini par revenir. Lentement, fragilement, comme une herbe qui perce entre les dalles. Des chercheurs, des écrivains, des artistes ont voulu comprendre. Ils ont relu ses lettres, retracé son enfance, écouté les silences autour de sa mort. Et alors, le récit changea. On cessa de la nommer seulement comme une femme infidèle. On commença à la voir pour ce qu'elle était vraiment. Une adolescente propulsée dans un monde de requins, une enfant élevée sans amour, une victime d'un roi obsédé par son autorité, une rose sans épines, oui, mais plongée dans une couronne d'épines. Son histoire, autrefois utilisée comme une leçon de soumission, devint peu à peu une leçon de résistance. Non pas dans la révolte bruyante, mais dans le fait même de ne pas être oubliée, de survivre à l'effacement. Dans les musées, on expose désormais son portrait, ou ce qu'on suppose être le sien. Dans les manuels, son nom est inscrit, entre celui d'Anne de Clèves et celui de Catherine Parr. Les livres pour enfants la présentent parfois comme une jeune fille au destin brisé. Et dans les universités, on enseigne son cas comme exemple de violence de genre institutionnalisée. Mais son héritage le plus fort ne se trouve ni dans les bibliothèques, ni dans les mémoriaux. Il se trouve dans le regard de toutes celles et tous ceux qui un jour ont eu peur de parler, peur d'aimer, peur d'exister dans un monde qui décide à leur place. Car Catherine, à travers sa mort, pose une question que l'on n'a jamais vraiment résolue. Jusqu'à quand les puissants auront-ils le droit de briser les cœurs qu'ils ne comprennent pas? Ce n'est pas une question du passé, c'est une question du présent. Dans chaque société où la jeunesse est écrasée par la tradition, où les femmes sont sacrifiées sur l'autel des apparences, où le silence est imposé comme vertu, l'histoire de Catherine se rejoue. Et alors, sa voix, qu'on croyait perdue, résonne à nouveau. Pas dans un cri, pas dans une plainte, mais dans ce murmure ancien qui traverse les siècles. J'ai aimé, j'ai eu peur, mais je n'aurais pas dû mourir pour cela.